pouvez simplement nous toucher 2 mots de Civitas, de la situation de Civitas et de l'avenir potentiel ou pas de Civitas. Voilà, est-ce que vous pouvez nous présenter le mouvement et nous en dire plus sur son actualité et la façon dont vous soutenir également? Merci beaucoup. Bien volontiers, merci. Merci de me donner l'occasion de faire le point de situation à ce sujet. Donc, rappelons brièvement les choses. C'est à la suite de notre université d'été tenue donc fin juillet que s'est entamé un processus de dissolution de Civitas sur base de 55 secondes d'un propos de Pierre Hilard tenu en tant qu'invité à notre université d'été. Alors, je rappelle que Pierre Hilard n'est pas membre de Civitas, que donc en soi, ça n'aurait même pas dû, d'un point de vue juridique, permettre que ce soit Civitas qui soit immédiatement récoursible dans le cadre d'un processus de dissolution. Mais nous sommes devant l'arbitraire le plus total et de toute façon, il est évident que l'arsenal répressif vise à museler toute organisation qui cherche aujourd'hui à s'opposer au plan mondialiste et au plan sataniste. Parce que je rappelle que dans tout ce qui nous est reproché dans les documents officiels, bon, il y a eu l'annonce d'abord de Darmanin sur les réseaux sociaux, à la suite de l'appel de Mélenchon de dissoudre Civitas, et on voit qu'entre frères du Grand Orient, on s'entend bien, eh bien, il faut se rendre compte que nous avons d'abord reçu du ministère de l'Intérieur, plus précisément de Madame l'Église du service des libertés publiques, ça ne s'invente pas, une notification d'intention de dissolution qui nous reprochait en premier point de défendre la royauté sociale du Christ, ce qui, à leurs yeux, est de facto une atteinte à la République. Et alors ? Et donc, pour eux, cela justifie immédiatement le processus de dissolution. C'est intéressant parce que c'est quand même une révélation de première main. Au moins, les choses sont claires quant à leur vision de l'organisation de la société. Ensuite, on nous reproche toute une série de choses. On nous reproche notamment d'avoir pris la parole contre l'ouverture d'un centre de demandeurs d'accueil et de demandeurs d'asile à Saint-Brévin. On nous reproche de faire la promotion de la préférence nationale. On nous reproche de dénoncer les cours LGBT à l'école. On nous reproche de dénoncer les lectures de drag queen devant des enfants. On nous reproche, tenez-vous bien, de dénoncer le satanisme. C'est quand même assez extraordinaire. Il nous est reproché tout simplement d'avoir fait état d'une photographie que chacun peut facilement retrouver, où l'on voit la grande prêtresse sataniste Marina Abramović aux côtés de Lord Rothschild devant le tableau Satan convoque ses légions. Cette photographie, je ne l'ai pas trouvée dans ma boîte aux lettres. C'est bien parce que cette prêtresse sataniste et Lord Jacob Rothschild l'ont publiée sur leurs propres réseaux sociaux. Et le simple fait que j'énumère sans commentaire le fait que Marina Abramović s'est trouvée à côté de Lord Rothschild devant le tableau Satan convoque ses légions, ça aboutit à la conclusion que j'ai tenu un propos antisémite. C'est extraordinaire. On est dans le raccourci le plus total. Et donc, j'ajoute, pour qu'on comprenne aussi
l'atmosphère que dans la suite de l'annonce de procédure de dissolution de Civitas, quelqu'un qui est immédiatement monté au créneau pour applaudir sur ses réseaux sociaux, c'est Tristan Mendes France. Tristan Mendes France, c'est la bande à Rudi Reichstad, c'est la bande de fact-checkers, de soi-disant fact-checkers, qui ont bénéficié de plantureux avantages financiers du fonds Marianne. Rappelez-vous, ils ont quand même reçu des subventions de l'ordre de 1 360 € par article publié. Peu de journalistes sont payés à cette grille tarifaire-là. Eh bien, Tristan Mendes France, sur son compte Twitter, a applaudi la dissolution de Civitas pour 2 motifs. Tenez-vous bien. Le premier, parce que nous sommes des obsédés de la dénonciation des réseaux pédocriminels, et le deuxième, parce que nous soutenons le film Sound of Freedom. Eh bien, c'est quand même très révélateur tout ça. Hein. En réalité, toute cette affaire nous montre bien qui est qui dans tout ça. Hein. Les liens, les ramifications, les enjeux idéologiques de tous ces gens-là. Alors, je passe les détails. Ensuite, donc, 4 octobre dernier, Gérald Darmanin a donc présenté en Conseil des ministres le décret de dissolution qui a été signé ce jour-là et m'a été notifié 48 heures après. Ça signifie de facto qu'aujourd'hui, en France, Civitas n'existe plus. Mais ça ne signifie pas pour autant que nous sommes morts, rassurez-vous. Première étape, ce sont donc nos recours devant le Conseil d'État. Alors, nos avocats vont déposer à la fin de ce mois les recours devant le Conseil d'État. Quelle sera l'issue? Dieu seul le sait. Si les conseillers d'État font du droit, nous devrions bénéficier exactement de la même procédure que celle qui a permis au mouvement Les Soulèvements de la Terre de faire annuler sa dissolution. Si par contre les conseillers d'État font de la politique au lieu de faire du droit, évidemment à ce moment-là, nous sommes d'ores et déjà condamnés à nous voir confirmer la dissolution. Reste que la grosse différence par rapport à toute une série de dissolutions préalablement confirmées de différents mouvements, c'est que Civitas a le statut de parti politique. Tous les autres mouvements dissous sont des associations. Mais Civitas, ayant le statut de parti politique, bénéficie en principe de la protection de conventions européennes qui ont été ratifiées par la France et qui conditionnent la dissolution d'un parti politique à des exigences extrêmement strictes. Mais là encore faut-il que l'on ait affaire à des gens qui fassent du droit plutôt qu'à des gens qui fassent de la politique. L'avenir le dira. Ceci dit, tout est toujours entre les mains de Dieu. Nous avons la foi, nous ne l'avons jamais cachée, et eh bien, si Dieu veut, il nous donnera la victoire dans cette bataille juridique devant le Conseil d'État. Reste qu'en tout état de cause, si de toute façon nous devions, si nous espérons le meilleur, nous avons évidemment d'ores et déjà envisagé le pire. Et donc, vous n'êtes sans doute pas sans savoir que avant même la dissolution de Civitas en France, nous avons créé Civitas International. Civitas International fédère toutes les représentations de Civitas à travers l'Europe, mais aussi à travers d'autres continents.
Donc aujourd'hui, Civitas est présent en Belgique, en Suisse, en Espagne, au Portugal, en Italie, au Royaume-Uni, en Pologne, au Mexique, au Liban. J'en oublie sans doute, et nous devrions très prochainement encore ouvrir des représentations. Je vous donne un petit scoop. Nous devrions bientôt avoir notre première représentation Civitas sur le continent africain. Donc, vous voyez, Civitas International se développe, se structure, et avec évidemment, ça va sans dire, un statut juridique qui échappe complètement donc à l'emprise de Monsieur Darmanin et de ses adeptes. Donc, nous sommes en train de préparer tous les outils de telle façon à ce que, eh bien, bientôt, nous puissions compter sur encore plus de représentation à l'étranger et que nous puissions aussi vous proposer d'adhérer à Civitas International. Je pense que je peux déjà vous annoncer qu'en 2024, vous pourrez prendre votre adhésion à Civitas International. Voilà. Donc les choses se développent. Vous savez, il faut être créatif et le combat continue encore et toujours. Quelle que soit l'adversité, nous n'avons pas l'intention de nous laisser mettre à genoux. Merci infiniment, Monsieur Escada. Alors, il y a une question qui s'éloigne un peu du sujet du jour, mais sur laquelle on aimerait beaucoup vous entendre tous les deux. Ça concerne naturellement l'actualité au Moyen-Orient, au Levant. Et donc, Marion, est-ce que vous pourriez nous donner vos avis sur ce qui s'est passé le 7 octobre et une question que je sais que vous brûlez d'envie qu'on vous la pose. Est-ce que vous condamnez l'opération du Hamas ? Je peux parler là ? Oui, c'est bon. Moi, pour condamner, il faudrait que je sois juge. Je ne suis pas juge. Je ne suis pas là pour donner des condamnations. Donc, j'aimerais bien pouvoir donner une condamnation. Il faudra d'abord que j'ai les éléments. C'est-à-dire que j'aimerais, pour savoir ce qui s'est passé véritablement le 7 octobre, qu'une commission internationale indépendante aille enquêter. Je vous signale que j'ai vu passer, parce que je suis encore un petit peu, de façon de plus en plus lointaine par rapport à ce que ça a été, mais je suis encore un minimum en contact avec ce qui se passe en Israël. Il y a des Israéliens de conscience et d'honneur qui font circuler des pétitions pour demander et exiger cette commission d'enquête. Alors, pour savoir ce qui s'est passé le 7 octobre, qui justifie toutes les horreurs aujourd'hui, attendons, exigeons qu'une commission d'enquête nous donne les éléments. Parce que franchement, pour juger de ce qui s'est passé, on n'a pas besoin de films de propagande qui passent en boucle. Ça, c'est insensé. C'est inadmissible. C'est absolument inadmissible. Alors, nous ne sommes pas là pour juger. 2, je trouve inadmissible qu'on vous donne la parole à la condition que vous ayez répondu bon à une question qu'on vous pose sous la gorge. Est-ce que vous condamnez ? Sinon, si vous ne condamnez pas, vous n'avez pas le droit de parler. Donc, je fais confiance, parce que je vous dis, je connais bien la société israélienne. Ce qu'on vous en montre, c'est forcément ce qu'il y a de pire. Le meilleur est pas loin, le meilleur est dessous. Je dis pas qu'ils sont très nombreux. De toute façon, il y a là-bas des gens courageux. Il y a des Israéliens patriotes qui ne veulent pas être engloutis dans ce qui se prépare. Parce qu'ils se préparent des réactions contre Israël, comme dans leur pire cauchemar, ils ne l'ont pas envisagé. Et ceux qui l'ont envisagé savent qu'il faut absolument qu'ils se préparent à sauver l'honneur et à sortir de cette propagande absolument inouïe, insensée, qui accourt sur tous les médias. Alors, sachez une chose, les médias en Israël sont 10 fois, 100 fois plus libres que ne le sont les médias français. Vous pouvez dire dans les médias en Israël des choses que vous n'avez même pas le droit d'envisager de penser dire dans les médias français. Les Israéliens sont beaucoup plus attachés à certaines choses que nous ne pouvons le soupçonner. On ne vous le dira pas dans les médias, mais ces Israéliens-là existent.
Ça fait longtemps que j'ai perdu contact avec eux, mais je sais qu'ils existent encore. Et faites confiance que la totalité de la population israélienne n'est pas solidaire des horreurs qui se passent à l'heure actuelle. Alors, ce qui se passe à l'heure actuelle, ça s'appelle l'élaboration d'un génocide. Je ne dis pas que le génocide a lieu, je dis qu'il se prépare, que tout est prêt pour que ça se fasse. L'idée d'exporter ces populations ailleurs que là où elles sont, c'est absolument génocidaire. C'est génocidaire. Il y aurait une solution, disent-ils, qui consisterait à dispatcher à travers le monde toutes ces populations qu'on va sommer les différents pays de prendre en charge. Mais non, mais attendez, mais à quel titre? De quel droit est-on en train d'envisager de repousser ces gens hors de chez eux? Les Palestiniens sont chez eux, en Palestine. Que cela soit dit. Monsieur Escada, votre vision des choses? Alors, je vais me permettre de vous citer un document. Je me suis vraiment intéressé à ce sujet au cours des dernières semaines et j'ai mis la main sur une tribune publiée en hébreu sur le site du journal Maariv. Alors, je ne lis pas l'hébreu, assurez-vous, mais comme aujourd'hui les moteurs de recherche offrent l'avantage de traduire assez facilement les articles de presse, j'ai lu attentivement cette tribune qui date du 19 mai 2023 et qui est signée par un certain Haïm Hamon, qui est ancien ministre de la Justice et ancien vice-premier ministre israélien. Et cette tribune s'intitule, je vous cite, « L'ensemble du système politique, israélien bien sûr, soutient la même stratégie, maintenir l'alliance secrète avec le Hamas. » Et cette tribune, elle mérite vraiment d'être lue dans le détail. Je ne vais pas prendre trop de temps ici, mais tout est net. Je vous cite un paragraphe. Et quelle est cette stratégie vieille de 14 ans qui a échappé aux commentateurs? Eh bien, depuis son retour au pouvoir en 2009, Netanyahou a forgé une alliance tacite avec le Hamas. Cette alliance n'a qu'un seul objectif, maintenir la scission entre le Hamas dans la bande de Gaza et l'autorité palestinienne et maintenir le statu quo politique. Le grand cauchemar de la droite israélienne est que le Hamas s'effondre et que l'autonomie palestinienne reprenne le contrôle de la bande de Gaza. Le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, l'a bien dit en 2015 dans une interview à la Knesset, l'autorité palestinienne est un fardeau et le Hamas est un atout. Et vous voyez, toute cette tribune, elle est extrêmement révélatrice. Et pour moi, le 7 octobre, c'est un Pearl Harbor. C'est un Pearl Harbor où, en fait, Israël a organisé ou laissé faire, peu importe, choisissons, laissons les deux options possibles, mais où en tout cas on a assisté à une opération identique à celle de Pearl Harbor. C'est laisser des Israéliens être victimes d'une attaque du Hamas pour ensuite légitimer un écrasement sans précédent des Gazaouis et justifier sur les plateaux télé les pires exactions militaires contre des populations civiles. Et je pense que la décence s'impose à tous. C'est que quiconque pourrait légitimer que pour venger 1300 victimes, je ne sais pas si les chiffres sont peut-être pas exacts, mais ce genre de là,
ou 1600, peu importe, on doive en massacrer 10 ou 20 fois plus dans le camp adverse. Et quand j'entends, par exemple, sur Radio J, le comédien Michel Boujna dire qu'il faudrait peut-être faire là-bas ce qui a été fait sur Hiroshima, on se dit que il n'y a plus d'essence, il n'y a plus de limite, que tous les pires propos sont désormais possibles, et ça montre vraiment à quel point on est dans une opération de manipulation à grande échelle. Et j'ajoute deux petits points très rapidement. Je dénonce aussi ceux qui, dans les milieux politiques dits de droite nationale, à la Zemmour, à la Damien Rieu et consorts, nous font croire que il faut soutenir l'intransigeance israélienne contre les Palestiniens en tant que patriotes français. Je pense que c'est exactement l'inverse, voyez-vous. C'est que si on est contre le grand remplacement des Français en France, on doit aussi être contre le grand remplacement des Palestiniens en Palestine. Et puis, un tout dernier point qui est la suite logique de ça, vous voyez, ce n'est pas un hasard si il y a 3 ou 4 jours, dans la presse américaine, des parlementaires israéliens de l'opposition comme de la majorité ont signé une même tribune proposant un plan d'un culot extraordinaire, c'est que l'ensemble de la population palestinienne soit dispersée à travers l'Europe et le continent américain. Ah, c'est formidable. Merci pour nous, merci pour eux. Voilà, vous voulez être solidaire des Palestiniens, accueillez-les comme les nouveaux immigrés dont vous manquez certainement encore. Mais il y a un culot, un cynisme chez ces gens-là qui, ce sont des parlementaires qui prétendent nous faire une leçon de diplomatie, de géopolitique et de cause humanitaire en proposant tout simplement le déplacement complet et massif d'une population et son éclatement en tant que nouvelle immigration à un moment où déjà les pays européens et le continent américain sont sous le poids d'une immigration complète. Donc voilà, ça résume bien la situation, me semble-t-il. Le montage et la manipulation sont à leur sommet. Je voudrais, merci Alain, je souscris complètement à tout ce que tu dis. Je voudrais aussi répondre à une espèce de mantra qu'on retrouve systématiquement dès qu'il s'agit du conflit, c'est que Israël a le droit de se défendre. Alors je vais vous dire un truc, tout le monde a le droit de se défendre, tout le monde. Et puis, si vous me permettez aussi un tout petit point, je voudrais aussi rappeler à ceux qui parfois dans certains milieux du camp national se laissent donc bercer par les discours à la Zemmour, Rieu, Messia et compagnie, et qui du coup voient dans le Palestinien de Gaza un islamiste en puissance, que il y a aussi en Palestine des chrétiens d'Orient qui subissent avec la même hargne des Israéliens les bombardements, les discriminations, les expulsions, et que donc ceux qui ici en France défendent les chrétiens d'Orient doivent aussi être cohérents et avoir une pensée pour les chrétiens de Palestine qui sont les mêmes victimes, qui sont victimes exactement de la même façon que les Palestiniens musulmans. Les chrétiens palestiniens doivent eux aussi faire l'objet de notre sollicitude. Les églises chrétiennes palestiniennes sont bombardées, des familles chrétiennes
palestiniennes sont expulsées de leur maison dans des conditions absolument scandaleuses, et tout cela dans le silence assourdissant des médias dominants. Alors, je voudrais rajouter quelque chose concernant les chrétiens de Palestine et très particulièrement ceux de Gaza. J'ai fait en 1995 un voyage en Palestine. Ça a donné un petit livre qui n'existe plus maintenant, qui s'appelle Libre femmes de Palestine. C'est pas moi qui ai trouvé le titre. J'ai rencontré des femmes palestiniennes qui étaient tellement combattantes, qui étaient tellement joyeuses, que le titre s'est imposé comme ça, Libre femmes de Palestine. Et parmi ces libres femmes de Palestine, j'en ai rencontré une à Gaza. J'en ai rencontré une à Gaza qui était directrice de l'hôpital Al-Ahli, qui a été bombardé il y a très peu de temps. Cette dame qui m'a reçue dans son bureau m'a dit « Marion, je voudrais que vous sachiez quelque chose. Je suis une femme chrétienne, célibataire, c'est-à-dire que c'est très rare, bon, quelles que soient les raisons. Je suis une femme chrétienne célibataire qui dirige le plus grand hôpital de Gaza. Je veux que vous sachiez et que vous fassiez savoir que j'ai reçu le soutien de toutes les factions à Gaza. Et je dis bien toutes. À ce moment-là, je lui dis, y compris le Hamas. Elle me dit, j'ai dit toutes, y compris le Hamas. Et elle a fait de cet hôpital le plus magnifique établissement qu'on pouvait faire fonctionner. Alors, c'est ce que j'ai vu à l'époque. Alors, c'est bien pire maintenant, puisque maintenant, c'est sous les gravats. Mais c'était, avec des bouts de ficelle, réussir, malgré le blocus qui commençait, malgré des conditions absolument indignes, réussir à apporter aux populations les plus pauvres le minimum de santé. Voilà. Donc ça, c'était le témoignage. Excusez-moi, son nom m'échappe. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais c'est 1995. Moi, femme chrétienne, directrice du plus grand hôpital Al-Ahli de Gaza, j'ai reçu le soutien de toutes les factions, y compris le Hamas. Voilà. Bonne citation. Ça marche plus en fait. Hein. Alain, vas-y. Moi, mon cœur saigne quand on parle de l'Arménie, excusez-moi. Je ne sais pas me positionner par rapport à ce qui se passe au Karabakh. Simplement, pour moi, c'est un cauchemar. Je connais l'Arménie, j'y suis allée. Je suis une amie du peuple arménien depuis des années. Donc, je ne peux pas répondre autrement que par des sanglots que je retiens. J'ai pas de vision politique. Pour moi, c'est la continuation d'un crime insensé, d'un crime inouï. Je peux pas répondre autrement que par de l'émotion. Donc, si Alain peut dire quelque chose d'intelligent et d'intéressant, je lui laisse vraiment la parole. Je vais essayer, Marion. Donc, je voudrais encore une fois dénoncer l'hypocrisie de certains. On a vu au moment de la Toussaint, Marion Maréchal être missionnée par Éric Zemmour pour un voyage en Arménie et rencontrer des réfugiés du Haut-Karabakh. Et je trouve assez démonstratif de l'hypocrisie de ces gens-là de prétendre être aux côtés des Arméniens en soutenant Israël, qui soutient l'Azerbaïdjan, en fournissant des armes à l'Azerbaïdjan contre la population du Haut-Karabakh. Vous voyez, c'est là que je ne cesserai jamais de vous dire de vous méfier des politiciens professionnels dont les calculs savants électoralistes sont générateurs de beaucoup de manipulation de l'esprit. Lorsque Marion Maréchal était en Arménie pour ce voyage qui était censé être promoteur de sa candidature à l'élection européenne, eh bien, elle a refusé de s'exprimer devant des journalistes arméniens sur la condamnation attendue de l'attitude d'Israël en soutien à la politique de l'Azerbaïdjan contre la population arménienne du Haut-Karabakh. Et tout est dit par ce biais-là, tout est dit. Nous sommes en permanence trompés et manipulés par des gens qui prétendent nous représenter. Merci.